à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission accompagnée d'Orphée et moi-même. Et aujourd'hui, nous allons parler dans cet épisode de Halloween. Halloween est une fête extrêmement populaire en Amérique pour son côté commercial ainsi que pour son côté croyant. Elle s'est répandue partout dans le monde et le point commun que tous ces pays ont avec Halloween, ce sont les représentations, comme les citrouilles, les fantômes ainsi que les sorcières. La représentation de la sorcière a énormément évolué grâce aux représentations dans la culture pop, mais à l'origine l'histoire n'est pas très fidèle à ce qu'on voit de nos jours. D'ailleurs, quand on pense aux sorcières, on pense à un célèbre événement qui a marqué les États-Unis, les procès de Salem. Alors aujourd'hui, on va vous présenter dans ce première partie le contexte historique ainsi que les théories reliées à celle-ci. Pour le contexte, alors, nous sommes en Amérique du Nord, dans la baie du Massachusetts, à Salem Village, lors de l'hiver 1691. Une famine touche alors la région de Boston avec un hiver très rude, ainsi que des conflits avec les Français et les tribus amérindiennes. La population vivant dans les alentours de Boston, plus précisément à Salem Village, provient d'une colonie protestante puritaine, très pieuse, descendante des pères pèlerins. C'est une branche très fermée du christianisme. À notre époque, ce serait considéré comme de l'extrémisme, qui est totalement coupée de l'Angleterre et qui elle-même est touchée par des conflits internes. Et avec tout ce barda, et malheureusement, aucun gouvernement légitime ne gère cette zone, alors la population va s'en remettre au pasteur pour assurer l'ordre. C'est dans ce climat tendu que les procès de sorcières de Salem commencent. Nous allons commencer par les premières plaignantes. Donc ce sont 4 jeunes filles, Abigail Williams, Elizabeth Paris, Mary Walcott et Anne Putnam, qui vont commencer à souffrir de maux. Elles vont se comporter de manière étrange, parler une langue inconnue qui sera reconnue être de la glossolalie, qui est le fait de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère, inconnue de la personne qui parle ou une suite de syllabes incompréhensibles. Elles traînent des pieds en marchant, se cachent paniquées et sont prises de convulsions et d'hallucinations. Le révérend Samuel Paris, pris de peur pour sa nièce Abigail Williams ainsi que sa propre fille Elizabeth Paris, y fit alors venir le docteur Williams Griggs, qui lui ne trouva pas la cause conclue, alors il pensa à une possession démoniaque. D'ailleurs, nous reviendrons un peu plus tard sur ça. Malheureusement, le 1er mars 1692, les premières accusations tombent et 3 femmes finissent en prison. Sarah Osborne, qui est en conflit avec la famille Putnam, Sarah Good, qui est une marginale, et Tituba, esclave de la famille Paris, qui elle-même avoue avoir utilisé de la magie pour découvrir qui a tourmenté la nièce et la fille du révérend Paris. Malencontreusement, ces 3 femmes étaient des victimes faciles et elles n'avaient aucun soutien des villageois. Malgré cela, les crises des filles continuent et d'autres noms tombèrent. Et ça, on verra ça dans la partie 2. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser aux théories de la cause de cette hystérie collective. À ce jour, on compte 4 grandes théories. La preuve spectrale, l'ergot de seigle, la Corée de Huntington, la rivalité entre la famille Putnam et Porter. On va revenir sur la possession démoniaque. Celle-ci se caractérise sous la forme de la preuve spectrale. Lors d'une crise, la victime voit apparaître soit l'accusé, soit le diable ayant pris la forme de l'accusé. Dans ce cas, 2 possibilités. Soit c'est bien l'accusé qui apparaît par sorcellerie, et donc l'accusé est coupable. Ou soit c'est le diable qui apparaît sous la forme de l'accusé, mais on considère qu'une personne doit donner son autorisation au diable pour qu'il puisse revêtir sa forme, pour pouvoir blesser sa victime. Et encore là, l'accusé est coupable. Malheureusement, la preuve spectrale ne laisse aucun échappatoire et les condamnations s'enchaînent au fil des sessions.
Pour cette théorie, nous allons avoir besoin de l'avis d'un expert, Dr Vénus, spécialiste en neurosciences et psychologie, pour nous aiguiller sur le sujet. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ensemble, nous allons voir qu'est-ce que l'ergot de seigle, quels sont ses effets, comment s'est-il propagé et pourquoi y a-t-il un lien avec l'hystérie provoquée avec le début des procès. Tout d'abord, l'ergot de seigle, de son nom latin Claviceps purpurea, est un champignon qui se développe au sein du seigle qui, lui, est une céréale. Mais pas de panique, le seigle, lui, est non toxique et sain pour la santé. L'ergot de seigle, lui, se développe à l'intérieur du seigle. En fait, l'ergot de seigle est un champignon parasite des graminées qui sécrète de l'acide lysergique dont est dérivé le LSD. Il se développe tout simplement à cause de mauvaises conditions de culture du seigle et avec la condition de l'hiver 1691, ce ne serait pas étonnant que le champignon se développe. L'ergot de seigle donne comme symptômes sensation de brûlure, spasmes convulsifs et douloureux, effets gastro-intestinaux, maux de tête et effets nerveux, et hallucinations, démangeaisons, doigts et orteils principalement nécrosés. Malgré tout, cette théorie ne fonctionne pas à 100%, car la particularité de l'ergot de seigle est que quand il est écrasé, il produit une poudre de couleur rouge vif, ce qui permet une contamination à l'échelle d'un village quasiment impossible sans en être rendu compte. Merci pour cette explication très détaillée. Mais nous avons aussi relevé dans les théories la possibilité de la présence de la Corée de Huntington. Pendant longtemps, on a accusé la Corée de Huntington d'être la cause des souffrances des petites filles. Cependant, avec nos avancées actuelles de médecine et psychologie, cette théorie est par la suite remise en cause et Dr Vénus va nous le prouver. Effectivement, la Corée de Huntington est une maladie héréditaire, rare et infantile qui se traduit par une dégénérescence neurologique provoquant d'importants troubles moteurs cognitifs et psychiatriques, évoluant jusqu'à la perte de l'autonomie puis la mort. Comme vous l'avez expliqué plus tôt, avec le temps et les recherches poussées, on s'est rendu compte que trop de facteurs sont contradictoires pour que ce soit réellement possible. On peut prendre l'exemple d'une des premières plaignantes qui a vécu jusqu'à 77 ans, ainsi que le fait que cette maladie se déclare à l'âge de 21 ans, alors que les premières plaignantes, elles, avaient une dizaine d'années. De plus, cette maladie a une forme infantile mais extrêmement rare, 5 à 7 malades pour 100 000 personnes pour une population caucasienne, ce qui revient à 0,007% pour une quinzaine de plaignantes. C'est donc tout simplement impossible. Encore merci pour cette intervention et de nous avoir aiguillés sur le sujet ainsi que sur les théories que nous avons évoquées dans cet épisode. Dans la prochaine émission, nous nous attarderons sur la dernière théorie, c'est-à-dire la rivalité entre la famille Putnam et Porter, car cette théorie mérite un épisode à lui seul.